Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle webconférence de la communauté des DG sur le sujet du décret tertiaire, définir la bonne trajectoire d'investissement pour atteindre les objectifs de gain énergétique, vous le savez tous. Le décret tertiaire fixe des obligations réglementaires pour répondre au contexte d'urgence écologique. Il amène les collectivités locales et leurs EPCI à revoir leur modèle traditionnel de gestion patrimoniale vers une gestion prédictive. Simuler le comportement du patrimoine permet de garantir l'accès aux bonnes données afin de définir et de piloter une trajectoire cohérente à l'horizon de 2050 et de réduire l'empreinte carbone et la consommation énergétique des bâtis. Pour débattre sur cette thématique-là, des collaborateurs de la société Oxand qui vont se présenter et bien évidemment intervenir. Je vous propose, comme à l'accoutumée, d'interagir avec eux. Vous avez la traditionnelle fonctionnalité question-réponse qui est en bas au centre de votre ordinateur. Nous avons prévu une plage horaire assez large qu'on mobilisera ou pas de 2 heures. Le sujet est plus que d'actualité avec le plan de relance. Il est vaste, il est technique. N'hésitez pas à poser vos questions. Nous allons essayer d'y répondre en direct. Si par cas, nous n'avons pas réponse à toutes vos questions, nous nous engageons avec le cabinet Oxand à vous faire un retour par courriel auprès de vous, participants. Alors, je fais la passe à Jérémy du cabinet Oxand. Et c'est parti pour notre conférence à tous. Merci beaucoup. Mais du coup, avant de commencer, peut-être effectivement nous présenter. Merci Laurent pour l'introduction. Donc, me concernant, donc, Jérémy Desmarais, effectivement, directeur des marchés, du marché immobilier public chez Oxand. Au-delà de ça, j'accompagne depuis plusieurs années maintenant les collectivités territoriales, spécifiquement, dans la conduite de différents projets. Et justement, chez Oxand, j'ai en charge l'accompagnement dans le cadre de la mise en place des différents services que l'on propose auprès du secteur public. Mehdi maintenant ou Sozik, peut-être Sozik. En 2019, après avoir travaillé depuis 15 années dans le conseil en stratégie et en management, en système d'information, auprès de banques d'investissement. Je suis donc chez Oxand spécialisée en projets de transformation auprès de grands comptes et de collectivités de toute taille dans le secteur de l'immobilier public et de l'infrastructure routière. Bonjour, Mehdi Alaibi, je suis le directeur des partenariats chez Oxand. Donc, j'interviens également au niveau de la santé et des transports et donc notamment sur cette partie de gestion et d'approche de la gestion patrimoniale par les risques. Parfait. Maintenant que l'on s'est présenté, je vais effectivement introduire un petit peu le propos du jour. Donc, j'en profite, je vous redis bonjour à toutes et à tous et je vous remercie pour votre participation particulièrement nombreuses, et je remercie également du coup Idéal Connaissance de nous avoir choisis dans le cadre de cette intervention. Le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, comme l'a indiqué Laurent, c'est un sujet d'actualité puisqu'il s'agit du décret tertiaire. Le décret tertiaire présente l'obligation d'amélioration de la performance énergétique des parcs tertiaires instaurée par la loi Grenelle II, puis mise à jour par l'article 175 de la loi Elan. Suite à cela, l'arrêté méthode publié en mai dernier vise à définir les conditions de mise en œuvre de ce décret sur la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires. Nous reviendrons plus spécifiquement sur ce point juste après dans la présentation. Le décret, finalement, à travers les différentes obligations qu'il entraîne pour les maîtres d'ouvrage, peut légitimement apparaître comme une contrainte pour beaucoup. Toutefois, bien abordé, il peut également être source de nombreuses opportunités et bénéfices pour les différentes organisations qui devront veiller à son application. Les principaux étant la rationalisation de ses dépenses, l'optimisation de son organisation, à travers des actions de digitalisation, de capitalisation de la donnée et de sa connaissance,
la mise en place d'une politique de transition verte durable ou encore l'amélioration de son image et de sa réputation grâce à un projet fédérateur qui est celui des économies d'énergie et plus largement celui de l'environnement. Pour parvenir par contre à transformer justement ces contraintes, enfin cette contrainte en opportunité, il est capital de définir et d'appliquer une stratégie cohérente et réaliste, d'où le sujet de notre webconférence du jour, décret tertiaire, définir la bonne trajectoire d'investissement pour atteindre les objectifs de gains énergétiques. L'enjeu fort d'Auxandre, comme présenté par Laurent en début de webinaire, est justement d'accompagner les différents maîtres d'ouvrage à travers la mise en place d'une gestion prédictive de leur patrimoine à court, moyen et long terme, visant à répondre à leurs différents enjeux en fonction de leurs besoins et capacités. Notre objectif aujourd'hui va donc être de vous donner finalement les premiers éléments vous permettant de définir la bonne stratégie et donc la bonne trajectoire d'investissement pour atteindre les objectifs de réduction de consommation énergétique fixés par l'État pour les années 2030, 2040 et 2050, à travers les travaux et la maintenance de vos bâtiments. Pour ça, voici le plan que nous vous proposons. Dans un premier temps, je me chargerai de vous présenter Auxandre, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Et suite à cela, c'est Soisy qui vous présentera et vous expliquera l'origine et les grands principes du décret tertiaire. Une fois que nous aurons tous le même niveau d'information, Mehdi va veiller à énoncer les grands enjeux et besoins des maîtres d'ouvrage à travers, dans le cadre du décret tertiaire. De manière opérationnelle, après, Mehdi va poursuivre la présentation à travers la présentation de la proposition méthodologique que l'on va vous faire, avec deux grandes parties. Une première qui va traiter de l'élaboration de la démarche et une seconde qui va traiter de la mise en œuvre de cette dernière. Suite à cela, je reprendrai la main pour parler des bénéfices qui découlent de cette méthodologie et nous conclurons cette webconférence par le listing des quelques erreurs à éviter que nous vous proposons justement d'éviter. En fin de présentation, nous conclurons naturellement et nous terminerons, comme l'a dit Laurent, par un temps d'échange que l'on a prévu normalement de façon assez conséquente pour essayer de répondre à un maximum de vos questions. Après, malgré ce temps d'échange et malgré le format, le but c'est que ça soit le plus collaboratif possible. Donc n'hésitez pas tout au long du webinaire à poser vos questions via l'espace de chat qui est à votre disposition et on essaiera d'y répondre de la meilleure des façons possibles. Je vous souhaite donc à toutes et à toutes une très bonne webconférence et je vais continuer avec la première partie, à savoir la présentation d'Auxandre. Auxandre, c'est une entreprise française qui existe depuis maintenant plus de 18 ans et qui digitalise les processus de décision et de maintenance pour les travaux de l'immobilier et les infrastructures. Notre objectif au quotidien, c'est de rendre les infrastructures et les bâtiments plus durables. Pour ça, nous nous appuyons sur la donnée utile et nos modèles prédictifs. C'est ce que l'on appelle l'approche Smart Data. Cette approche permet à Auxandre d'accompagner les maîtres d'œuvre dans la mise en place de leur stratégie patrimoniale à court, moyen et long terme, en leur permettant finalement de visualiser l'évolution de l'état de leur patrimoine dans le temps en fonction de leur capacité financière et de leurs enjeux. Ces enjeux sont par exemple des enjeux de qualité et continuité d'exploitation, de sécurité des biens des personnes ou encore des enjeux réglementaires et environnementaux comme dans le cadre du décret tertiaire. Cette méthodologie permet de retirer rapidement des gains importants, optimiser et même diminuer ses coûts, maîtriser ses risques et augmenter la durabilité et la qualité de son parc. En quelques chiffres, Auxandre compte à près d'une centaine de collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 14 millions d'euros. On a depuis plus de 18 ans maintenant simulé pour près de 2500 milliards d'euros d'actifs, réalisé un petit peu plus de 30 000 projets et disposons de 10 000 modèles prédictifs qui font d'Auxandre une solution à ce jour unique en Europe. Nous avons d'ailleurs à ce titre-là récemment été honorés du label Champion Systématique qui récompense les entreprises en croissance et créatrices de valeur. C'est donc dans ce contexte-là et à partir de ces différents éléments que nous accompagnons les maîtres d'œuvre dans le pilotage de la mise en application du décret tertiaire en l'inscrivant dans une stratégie patrimoniale globale et c'est à ce titre que nous vous proposons ce webinaire aujourd'hui et que nous intervenons.
Je vais maintenant laisser la main à Swazik qui va vous parler de façon plus précise du décret tertiaire. Je suis Swazik, je suis partenaire chez Auxandre depuis 2 ans. J'ai un passé de manager en conseil en stratégie et management du système d'information. Puis chez Auxandre, je suis spécialisée en projet de transformation auprès des collectivités, notamment sur le secteur de l'immobilier. Je vais donc vous présenter les grands principes de la réglementation relative au décret tertiaire. Nous allons aller dans un niveau de détail que nous jugeons suffisant chez Auxandre pour une première formation. Les détails plus techniques, si vous le jugez utile à l'issue de la formation, pourront faire l'objet d'une autre session d'échange, bien entendu. Je vais commencer par une information chiffrée relative aux consommations énergétiques du fait des bâtiments tertiaires en France. Donc, globalement, en France, le secteur du bâtiment représente 44% de la consommation énergétique. Les bâtiments tertiaires représentent 1/3 de ce parc. Et sur ce quart, qui représente près d'1 milliard de mètres carrés, les bâtiments tertiaires sont responsables d'1/3 des consommations énergétiques finales françaises. Sur 960 millions de mètres carrés de bâtiments tertiaires en France, 100 millions sont des bâtiments de l'État et 260 millions de mètres carrés sont des bâtiments des collectivités. De nombreuses réglementations, orientations, lois, comme les lois Grenelle 1 et 2, ont précédé ce qui fait aujourd'hui le socle réglementaire du décret tertiaire. Suite à l'annulation d'une première version du décret, la loi Elan, qui a été votée en novembre 2018, a redonné une base légale à l'obligation de performance énergétique du parc tertiaire français. Il s'agit en l'occurrence de l'article 175. La loi Elan a fixé des objectifs ambitieux quant à la consommation d'énergie des bâtiments français et évoqué de parvenir à une réduction de la consommation d'énergie finale pour l'ensemble des bâtiments soumis à l'obligation d'au moins 40% en 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050 par rapport à 2010. Le décret numéro 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'action de réduction de la consommation d'énergie finale dans les bâtiments à usage tertiaire uniquement, dit le décret tertiaire, est venu préciser les modalités d'application de cette obligation. Le décret est entré en vigueur le 1er octobre 2019. Le gouvernement a publié cette année, le 3 mai, au journal officiel, l'arrêté qui vient définir les conditions de mise en œuvre du décret sur la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires. Le texte précise les méthodes de calcul et les conditions de modulation, que nous verrons tout à l'heure, des objectifs de consommation. D'autres textes sont par ailleurs attendus, comme l'arrêté qui viendra définir les niveaux de consommation en valeur absolue à l'horizon 2030 et un guide d'accompagnement pour les assujettis. Par ailleurs, l'arrêté méthode a indiqué précisément le rôle de l'ADEME, donc l'Agence de transition écologique, et de la plateforme Opérate, et les modalités de transmission des informations sur cette plateforme. Le décret implique des règles bien précises qui sont définies dans les textes législatifs que vous pouvez trouver sur le site de Légifrance, legifrance.fr. Nous allons évoquer dans cette formation les grands principes comme le champ d'application, les objectifs de réduction et les méthodes pour les atteindre au nombre de 2, les calculs des valeurs, les ajustements et les modulations, les facteurs de conversion, le recueil des consommations, le suivi de la réduction de consommation d'énergie finale, la plateforme informatique Opérate, les contrôles et sanctions administratives, la notation éco-énergie tertiaire et le calendrier. Nous allons aborder ces sujets dans les grandes lignes. Ils sont en effet très nombreux et très précis dans les textes. Nous restons bien sûr à votre disposition pour des questions complémentaires. Vous pourrez soit vous poser vos questions à Idealco, auxquelles nous nous ferons un plaisir de répondre, soit à l'issue de la formation, en séance, soit dans un échange personnalisé à votre convenance, si vous le souhaitez. Sont concernés par ce décret les propriétaires ou locataires, publics ou privés, de bâtiments, de parties de bâtiments ou d'ensemble de bâtiments d'un même site à usage tertiaire, dont la surface cumulée de plancher est supérieure à 1000 m².
Quelles sont les activités tertiaires concernées? Eh bien, toutes. Selon l'INSEE, le secteur tertiaire recouvre un vaste champ d'activités qui s'étend du commerce à l'administration, en passant par les transports, les activités financières et immobilières, les services aux entreprises et services aux particuliers, l'éducation, la santé, l'action sociale. Le secteur tertiaire est composé du tertiaire principalement marchand. On a parlé des commerces, du transport, activités financières, services rendus aux particuliers, hébergement, restauration. Et le tertiaire principalement non marchand, l'administration publique, l'enseignement, l'action sociale, la santé humaine. Le décret est la réduction de consommation énergique sur les bâtiments assujettis à cette réglementation. On a évoqué tout à l'heure quel était le parc assujetti. Les objectifs sont progressifs. Ils peuvent être atteints suivant deux modalités alternatives. Les assujettis s'orienteront selon leur situation et au regard de leur engagement dans les actions de réduction des consommations d'énergie vers l'un des deux objectifs suivants. Soit l'atteinte de l'objectif en valeur relative, donc en pourcentage, représenté sur la partie gauche de la planche. Donc l'objectif correspond à une réduction de la consommation d'énergie finale par rapport à une année de référence, au choix de l'assujetti, incluant tous les usages énergétiques sur une année, ajustés des variations climatiques et qualifiés par les données d'occupation et d'intensité d'usage correspondantes et renseignées par vos soins sur la plateforme. Les valeurs à respecter s'établissent respectivement à partir de la consommation énergétique de référence avec la réduction de 40% d'ici 2030. Et puis, il y a une autre méthode pour atteindre l'objectif fixé, c'est la méthode en valeur absolue. Donc là, l'objectif est déterminé pour chaque catégorie d'activité, ce qui est l'élément très différenciant de la première méthode, incluant tous les usages énergétiques sur une année, et par un seuil exprimé en kilowattheures par mètre carré par an, en fonction de la consommation énergétique des bâtiments nouveaux de la même catégorie d'activité et des meilleures techniques disponibles, et aussi en tenant compte d'indicateurs d'intensité d'usage propres à chaque typologie d'activité. Bien sûr, ces éléments seront aussi ajustés en fonction des conditions climatiques. Donc, à la différence de la première méthode, les valeurs là ne sont pas connues. Les valeurs à respecter sont fixées par arrêté avant le début de chaque décennie et les objectifs doivent être atteints à chaque échéance, 2030, 2040, 2050. Donc, en résumé, vous avez le choix entre réduire progressivement la consommation de votre parc immobilier ou atteindre par décennie une consommation d'énergie seuil, qui sera définie en fonction de la catégorie des bâtiments. L'atteinte des objectifs implique le calcul de 3 valeurs différentes. C'est l'article 3 de mai 2020 qui vient préciser leur méthode de calcul. Nous étions sur les calculs des 3 valeurs différentes. Donc, la première valeur à calculer est la valeur de référence. La valeur de référence ne peut être antérieure à 2010. Elle doit correspondre à une année pleine d'exploitation, c'est-à-dire que les données de consommation doivent être disponibles sur 12 mois. Le décret prévoit, bien sûr, la possibilité de mutualiser les résultats à l'échelle de tout ou partie du patrimoine immobilier lors de la vérification des objectifs. Et cette valeur doit être corrigée des données météorologiques et de l'intensité d'usage et des modulations du volume d'activité. Voilà pour la valeur de référence. Le niveau de consommation exprimé en valeur relative sera donc déterminé à partir de cette valeur de référence, notée CREF, et exprimée en kilowattheures par an par mètre carré d'énergie finale, et notée CRELAT. Quant à eux, les niveaux de consommation exprimés en valeur absolue sont déterminés par un arrêté pour chacune des échéances. Ces arrêtés prennent notamment en considération les meilleures techniques disponibles au début de chaque décennie pour calculer les valeurs. L'arrêté apporte des précisions méthodologiques concernant les modalités d'ajustement des données de consommation en fonction des variations climatiques, ce qu'on disait tout à l'heure.
je cite, « L'ajustement en fonction des variations climatiques est effectué à la maille départementale. Les données climatiques prises en considération sont celles de la station Météo France la plus représentative du site. L'ajustement en fonction des variations climatiques est effectué sur la base de degrés, jours unifiés, donc DJU, qu'on retrouve souvent, moyen sur la période 2000-2019 de la station météo de référence. Les obligations du décret sont modulables en fonction de contraintes techniques, patrimoniales et architecturales liées au bâtiment, en fonction d'un changement de l'activité exercée dans les bâtiments ou de son volume et des coûts relativement importants aux actions à engager et s'ils sont exorbitants par rapport aux économies de consommation attendues. Pour faire valoir la modulation des objectifs du décret tertiaire, un dossier technique détaillant les justifications devra être réalisé par un professionnel qualifié et sera adressé au service de contrôle de la préfecture en marge de vos déclarations sur Opérat. Les modulations pour variation du volume d'activité peuvent être faites à tout moment. Par contre, la demande de modulation pour les autres raisons doit être déposée 5 ans maximum après la première échéance de remontée de consommation de chaque décennie. Donc jusqu'au 30 septembre 2026 pour la période 1. Donc tout assujetti doit rendre compte de ses éléments bâtimentaires, de ses valeurs de référence, de ses consommations d'énergie et de ses actions. On parle de plan d'action. Ceci se fait par le biais d'une plateforme mise en place et gérée par l'ADEME, l'Agence de transition écologique, Opérat. Opérat est accessible à l'adresse suivante, opérat.adem.fr. La saisie des quantités d'énergie sur la plateforme Opérat s'effectue par type d'énergie et sont exprimées dans l'unité qui a précédé à leur achat. Donc la plateforme elle-même, et donc pas les assujettis, convertit automatiquement les valeurs saisies en énergie finale. À titre d'exemple, 1 kWh d'énergie électrique équivaut à 1 unité de kWh en énergie finale. Comment se passe le recueil et le suivi? Sur la base des déclarations fournies par l'assujetti et après enregistrement des informations sur Opérat, la plateforme va générer automatiquement la modulation en fonction du volume d'activité sur la base d'indicateurs d'intensité d'usage propres à l'activité concernée, les consommations annuelles d'énergie finale ajustées selon les variations climatiques par type d'énergie, une information sur les émissions de gaz à effet de serre correspondant aux consommations énergétiques annuelles et enfin une attestation numérique annuelle. C'est bien la plateforme Opérat qui vous rendra cette attestation numérique tous les ans sur la base de vos déclarations. Et l'attestation sera complétée d'une notation. C'est une nouveauté, la notation éco-énergie tertiaire, qui va venir du coup qualifier l'avancée dans la démarche de réduction des consommations d'énergie au regard des résultats obtenus par rapport à l'objectif en valeur absolue, qui constitue la référence pour chaque catégorie. Donc, cette notation va d'un niveau de consommation énergétique annuelle insatisfaisant, la feuille grise, à un niveau excellent, les 3 feuilles vertes. Nous sommes actuellement dans la phase de mise en place de la stratégie 2019-2020. Vous vous posez donc la question de comment mettre en place vos réponses à ces contraintes réglementaires aujourd'hui. Le 30 septembre prochain, vous devrez avoir saisi vos données de l'année 2020 et vous aurez au préalable enregistré vos bâtiments à usage de consommation sur la plateforme Opérat. Vous avez sur cette planche les différents jalons, les différentes échéances essentielles à retenir pour être conforme à la réglementation. Donc, tous les ans, vous réaliserez avant le 30 septembre de chaque mois la remontée annuelle de vos consommations de l'année. Il y aura des échéances appelées audits pour vérifier l'atteinte de vos objectifs.
Il y aura des échéances aussi qui n'apparaissent pas sur la planche, des échéances de demande de modulation, des échéances de dépôt de dossiers techniques pour justifier ces modulations éventuelles. Le calendrier est très précis. Tout ceci se trouve naturellement dans les textes législatifs sur Légifrance. Alors, on parle de réglementation. Jérémy a parlé en introduction de réglementation, mais qu'il faut plutôt voir comme une opportunité. Effectivement, c'est une opportunité d'être à la cible et de consommer mieux et moins, de rendre vos bâtiments beaucoup plus performants et donc économiquement de vous y retrouver. Mais bien sûr, parlant de réglementation, on parle de sanctions. Donc, les sanctions sont prévues et actionnées par l'État via les préfets. 3 cas sont envisagés. La non-transmission des éléments sans justification, la non-atteinte des objectifs et le non-respect du programme d'action approuvé par le préfet s'il y a eu non-atteinte des objectifs. Plutôt que de miser sur des sanctions financières importantes, l'État a fait le choix de pénaliser les entreprises, les collectivités qui ne respectent pas leurs engagements sur le principe du name and shame. En effet, le nom sera ajouté sur un site étatique destiné à pointer du doigt les mauvais élèves. Des mécanismes de sanction du marché pouvant en découler. Malheureusement, oui, comme la dégradation de l'image de l'entreprise, la baisse de sa valeur verte, la perte d'opportunités de business. Donc, effectivement, ce name and shame, cette technique a pour vocation de motiver les gens à être conformes le plus vite possible avec la réglementation, dans un souci bien sûr collectif de réduction de la consommation énergétique finale de tous nos bâtiments français tertiaires. J'arrive à l'avant-dernière planche, à toutes fins utiles, et ce n'est qu'un extrait de quelques éléments qu'on a repérés, et il y en a une multitude d'éléments essentiels à retenir, qui sont sans fin, je pense même, qu'on apprend toujours à la lecture des textes, et qui n'est pas forcément toujours facile d'anticiper. À toutes fins utiles, le choix de l'année de référence est primordial et augure de votre capacité réelle à atteindre l'objectif fixé. En effet, si vous choisissez une année de référence où vous êtes déjà optimum dans votre consommation d'énergie, ce sera plus difficile d'atteindre l'objectif. Les parkings sont pris en compte dans le calcul des consommations. L'eau n'est pas concernée. La consommation d'énergie liée à la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables est déduite de consommation énergie finale du bâtiment. Enfin, un bâtiment, des parties de bâtiment ou un ensemble de bâtiments d'un site non assujettis aujourd'hui peuvent le devenir au cours du temps. Donc, il est important de se poser la question régulièrement de « Est-ce que j'ai bien identifié mon parc immobilier assujetti à la réglementation ?» Pour atteindre les objectifs de la loi Elan, le décret propose 4 leviers aux gestionnaires de bâtiments. La performance énergétique, les modalités d'exploitation des bâtiments, l'adaptation des locaux à un usage économique en énergie et le comportement des occupants. Nous vous proposons désormais de nous concentrer sur la suite de la formation, sur le premier levier, à savoir le cœur du savoir-faire d'Auxand, l'angle rénovation des bâtiments et performance énergétique. Je vais donc laisser la parole à Mehdi, qui va vous expliquer quelle démarche méthodologique Auxand a mis en place pour accompagner les collectivités et répondre à leurs enjeux et leurs besoins. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, effectivement, j'espère que tout le monde m'entend. Donc, l'idée, effectivement, vous l'avez compris à travers la présentation de Soisic, il y a une dimension réglementaire importante qui suggère un certain nombre de leviers à activer, à mettre en œuvre.
le décret tertiaire nous engage sur une partie opérationnelle, stratégique et réglementaire. Et à ce titre-là, il y a un certain nombre d'enjeux qui sont identifiés sous différents axes. Et puis, les besoins qui sont les nôtres, qui sont alignés sur 3 axes, notamment la connaissance du patrimoine, la définition d'une trajectoire et la mise en place d'indicateurs de suivi. Donc, tout d'abord, le sujet, effectivement, le premier, c'est par rapport au fait qu'on soit face à un texte réglementaire. Le sujet est bien sûr la conformité réglementaire, donc respecter les objectifs qui sont fixés par le décret tertiaire, c'est-à-dire être en conformité à différents horizons, donc 2030, 2040, 2050. Associé à cet enjeu de conformité, il y a bien sûr la dimension financière. Donc, l'objectif de cette mise en conformité, c'est aussi pour tout le monde de venir optimiser les coûts directement associés aux dépenses énergétiques. L'objectif également du sujet d'aujourd'hui, c'est la trajectoire d'investissement. Donc, elle va nous permettre de mettre en place une meilleure maîtrise des budgets pour atteindre ces différents objectifs. Et ensuite, il y a aussi, par rapport à la valeur des biens, le fait de les avoir mis en conformité et surtout d'avoir diminué le coût de possession des actifs, c'est de venir sécuriser une valeur de marché puisqu'on se retrouve avec des véhicules immobiliers qui sont de plus en plus attractifs par rapport au marché. Il y a un sujet décisionnel sous-jacent, puisque en fait, définir une trajectoire, c'est également se donner des éléments de décision. Ce qu'il faut faire attention dans une trajectoire, c'est effectivement de définir cette première trajectoire, mais elle doit être souple et elle doit être modulable dans le temps, de manière à ce que la prise de décision soit toujours le plus proche des objectifs. Donc, on est effectivement sur la possibilité de prendre les bonnes décisions d'investissement au bon moment. Et donc, ça, c'est une approche qu'on va vous décrire suivant une méthodologie. Donc, l'approche qu'on va proposer aujourd'hui sur ces éléments décisionnels, c'est de prendre l'angle du risque et de prendre la notion de risque comme indicateur de performance. Le quatrième enjeu, c'est un enjeu de communication. On a tous besoin de communiquer efficacement sur la mise en place d'une trajectoire et quels sont les enjeux et les impacts par rapport à la mission de service public, par rapport à la performance des organisations. Et donc, effectivement, les actions de rénovation doivent être un levier de communication sur les bonnes pratiques mises en place et de pouvoir les diffuser vers l'extérieur. Enfin, le dernier enjeu, il est là, il rejoint un peu le sujet réglementaire, c'est qu'il y a un enjeu réputationnel. Effectivement, l'image de marque et votre image est engagée par rapport à des communications sur les sites Internet des services de l'État. Et donc, à ce titre-là, effectivement, la mise en conformité sur la performance est nécessaire et elle rejoint l'enjeu de communication. Voilà. Donc, ce qui est également important, donc, c'est après, vous engagez la responsabilité sociétale des organisations et le sujet, c'est de se mettre en conformité avec ce contexte d'urgence écologique. Voilà. Les besoins qui en découlent donc, sont sous 3 axes. La connaissance du patrimoine. Donc ça, c'est le socle de départ, c'est effectivement de disposer d'une bonne connaissance de ses actifs, de pouvoir avoir une bonne vision de la performance et technique et énergétique des composants, de pouvoir évaluer dans le temps l'évolution de son patrimoine. Donc là, ça fait partie notamment du côté innovant de l'approche et de la méthodologie qu'on va vous proposer aujourd'hui. Et puis enfin, c'est très important, c'est que historiquement, on a une connaissance qui a du mal à être capitalisée durablement dans le temps. Et donc, l'objet, c'est la digitalisation de cette connaissance et de disposer d'informations numériques qui puissent intégrer des systèmes d'information et puissent être également capitalisables à travers une chaîne de valeur qu'on évoquera un peu plus tard. Ce qu'il faut, à partir de cette connaissance, effectivement, c'est définir une trajectoire. Donc là, l'idée, c'est par rapport aux objectifs qui sont définis. Donc là, on peut se définir
également des objectifs internes qui peuvent être alignés avec les enjeux du décret tertiaire. On peut, à travers cette trajectoire, définir le plan d'action qui va permettre d'atteindre ces objectifs. Et puis, après, il faut dérouler une feuille de route et donc évaluer les besoins et les ressources qui sont à disposition pour atteindre les objectifs. Et donc, pour effectivement avoir l'œil sur la bonne définition et le suivi de cette trajectoire, on va mettre en place en fait un certain nombre d'indicateurs qui vont permettre, de suivre la performance du patrimoine, de vérifier si les éléments qui étaient définis initialement sont bien atteints. On va également, à travers ces tableaux de bord, disposer d'indicateurs d'aide à la décision, c'est-à-dire quand est-ce que je mobilise telle ressource ou tel budget pour intervenir en termes de rénovation, de réhabilitation, voire même après de faire des acquisitions ou des cessions ou des prises à bail sur des actifs. Et enfin, après, effectivement, d'avoir aussi un certain nombre d'indicateurs qui vont permettre de communiquer sur ce qu'on parlait tout à l'heure, l'objet et les enjeux de communication et de réputation sur voilà, la RSE et puis la partie politique environnementale. Alors, vous avez ici une présentation des différentes étapes que nous, qu'on a évaluées par rapport justement à la façon dont est structuré en fait le texte de la réglementation et puis comment les organisations se mettent en place pour pouvoir définir en fait les étapes d'une démarche. Donc, on a à travers les 3 besoins qu'on a identifiés plusieurs étapes, donc toute la partie connaissance du patrimoine où là, on va identifier le patrimoine assujetti, recueillir les données, mutualiser les résultats sur le parc immobilier. Ensuite, on va être plutôt dans la partie trajectoire. Donc là, c'est bien définir ce qui va relever dans l'engagement en termes du propriétaire et du locataire, de pouvoir avoir des valeurs par rapport à des objectifs qui sont fixés, et puis d'inscrire en fait les réalisations par rapport aux objectifs dans la plateforme réglementaire. Voilà. Et après, il y a toute la partie mise en œuvre où on va là donc élaborer le plan d'action, le mettre en œuvre, identifier également quelles peuvent être les difficultés au fil de l'eau. Et ça nécessitera d'avoir une trajectoire relativement souple qu'on pourra adapter en conséquence. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que cette trajectoire qui est définie initialement, il faudra avoir aussi de la souplesse dans le temps et de ne pas construire un modèle trop rigide parce que réglementairement, on sait que ça va évoluer et qu'il va falloir adapter également par rapport aux objectifs et par rapport aussi aux capacités des organisations à pouvoir se mettre en conformité. Et enfin, effectivement, après, c'est de pouvoir suivre à travers les indicateurs, toute la partie construction d'indicateurs de suivi et de performance, comment le plan d'action se déploie, quelle est l'opérationnalité de cette trajectoire et est-ce que je me rapproche par rapport à la tendance définie initialement de l'atteinte de mes objectifs. Voilà. Avec, bien sûr, comme l'expliquait Soisic, chaque année d'avoir en septembre les résultats en fait de la mise en œuvre de cette trajectoire avec les objectifs définis à travers la saisie annuelle dans Opéra. Alors, par rapport à justement cette chaîne de valeur et ces besoins qu'on a identifiés, on a construit une démarche autour de ça, donc qui s'axe sous 5 principes. Un, c'est déjà de définir dès le départ une vision de l'utilisation et de l'usage des bâtis. Donc, une fois qu'on les a identifiés, c'est effectivement de réfléchir à l'usage dans des schémas directeurs qui vont permettre justement d'aligner stratégiquement la trajectoire. On passe ensuite sur la partie connaissance du patrimoine. Donc là, on va le revoir dans la méthodologie, un certain nombre d'éléments à récupérer sur la connaissance, aussi bien sur la partie technique que sur la partie énergétique. Les deux sont associés. Et à partir de là, en fait, vous constituez un capital de données qui est structurant pour le reste de la démarche. Une fois que vous avez cette connaissance et que vous avez capitalisé vos données
construit votre actif, en fait, hein, vous allez, à partir de là, définir une trajectoire qui est directement associée aux premiers objectifs, c'est-à-dire une diminution à l'horizon de 2030. À partir de là, en fait, on va mettre en place, à partir de la valeur de référence, un modèle qui, de notre point de vue, devrait reposer sur des nouvelles méthodologies, c'est-à-dire introduire la notion de gestion prédictive du patrimoine. La définition d'une trajectoire, historiquement, elle se fait sur l'analyse des dernières années. Là, on va vous montrer après dans la méthodologie, il y a des méthodes beaucoup plus modernes pour évaluer une trajectoire et qui correspondent davantage aux modèles voilà, historiques et qui ont été, qui ont un usage historique dans les systèmes d'information. Le sujet ensuite d'avoir défini cette trajectoire, c'est de pouvoir la mettre en place. Et donc, à travers ça, il y a une partie de la démarche qui s'appelle en fait l'assistance à maîtrise d'ouvrage sur la partie énergétique. Et donc là, c'est l'accompagnement opérationnel de la trajectoire. Donc, c'est là où on vient concilier une trajectoire avec les effets de bord qu'on peut constater sur le plan opérationnel. Donc là, il peut y avoir des corrections et des ajustements de trajectoire par rapport à la réalité du terrain. Mais au moins, ça permet de recorriger par rapport à l'atteinte des objectifs. Et enfin, on a la possibilité, par rapport à cet investissement qui va être quand même relativement important pour atteindre ces objectifs, d'établir les financements qui sont possibles. Et donc là, on a plusieurs leviers qu'on peut activer, comme par exemple les certificats d'économie d'énergie sont des moyens aussi de venir financer la rénovation de vos actifs. Vous avez des dispositifs plus commerciaux comme la mise en place de contrats de leasing qui permettent de diminuer l'investissement initial pour avoir en fait une charge récurrente annuelle dont vous avez une meilleure maîtrise en termes de volume. Et puis après, de disposer également de dispositifs plus contractuels comme les contrats de performance énergétique. Donc, si on regarde un petit peu comment on met en œuvre cette démarche globale, donc nous, on a un modèle historique qui repose en 5 étapes. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous solliciter hein, sur cette démarche. Et donc, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, les maîtres d'ouvrage nous demandent de plus en plus un alignement entre les différents acteurs qui travaillent sur cette chaîne. Donc, vous avez des gens qui sont spécialisés sur la connaissance, des acteurs qui sont spécialisés sur la connaissance du patrimoine. Vous avez donc des personnes comme Oxfam qui vont vous aider sur cette gestion prédictive du patrimoine, à définir la bonne trajectoire, à définir le niveau d'investissement et l'effort financier pour atteindre les grands objectifs et répondre aux enjeux du décret tertiaire. Il y a des acteurs qui sont positionnés sur l'accompagnement opérationnel. Et puis, il y a la possibilité d'aller mobiliser des spécialistes sur le sujet des financements de ce type de démarche. Et donc, aujourd'hui, on a créé, et donc je porte notamment au sein d'Oxfam cette démarche-là, le développement d'un écosystème qui permet d'aligner un certain nombre de partenaires autour de cette méthodologie. Ce sont souvent des acteurs avec qui vous travaillez déjà. Donc, c'est quand même relativement simple de les inscrire juste dans une démarche plus globale qui est la vôtre. Donc ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement maintenant sur la partie opérationnelle. Et l'idée, c'est que voilà, la chaîne des prestations qui sont liées au décret tertiaire, elle va vous permettre à vous, en tant que maître d'ouvrage, d'intégrer la méthodologie de manière assez simple. Donc, si on regarde cette méthodologie qui se découpe en fait en 5 étapes, l'objectif à travers cette méthodologie, on va voir, il y a un enrichissement de la donnée. On va partir de la donnée technique et au fur et à mesure qu'on va opérer la démarche, en fait, on va qualifier de plus en plus la donnée pour aller vers ce qu'on appelle les données intelligentes ou les smart data, ce qu'on peut entendre dans le vocabulaire actuel, la smart data. Et l'idée, c'est de permettre de disposer d'informations qui vont répondre aux enjeux d'arbitrage budgétaire et de priorisation, d'accord, où je vais mettre en premier mon effort financier pour atteindre ces objectifs, et également de communiquer sur est-ce que la pertinence de mon investissement, elle est bien alignée avec les enjeux de responsabilité environnementale.
Alors, il y a une question qui revient régulièrement, effectivement, quelles sont les données importantes à récupérer lors d'un audit énergétique? Alors, on va le voir justement tout de suite derrière. Il y a un écosystème de partenaires, mais également de systèmes d'information qui sont dans votre environnement et donc pour lequel justement il faut structurer les données dès le départ. Donc la première étape, elle consiste en tout cas à digitaliser les données du patrimoine, donc les digitaliser et surtout les normaliser, voilà, parce que le fait de structurer et de normaliser votre donnée va vous permettre d'en avoir une capitalisation plus durable. Donc à ce stade, aujourd'hui, on estime que le rapport PDF que de nombreux acteurs peuvent vous remettre, effectivement, c'est un livrable qui permet de prendre connaissance de la performance de ses actifs et de son patrimoine. Cela dit, ça ne peut plus être un livrable unique. Il doit aussi avoir des données qui sont disponibles pour les maîtres d'ouvrage et utilisables au format numérique. Et donc, pour structurer ces données-là, nous, on estime que le format numérique, il doit également être structuré autour de grands standards. Donc, dans notre démarche, nous, on vous recommande d'utiliser, par exemple, le standard Uniforma 2. C'est un standard qui va permettre de découper les actifs immobiliers selon plusieurs domaines techniques, structure, clos couvert, aménagement intérieur, CVC, sûreté sécurité, électricité, voilà. Vous retrouvez les grands domaines de vos actifs et ça permet notamment au sein de vos écosystèmes d'information de pouvoir, par exemple, faire communiquer les données patrimoniales avec des outils comme la GMAO, qui est une gestion technique du bâtiment. Et également, pour votre information, un standard comme le standard Uniforma est aussi un standard qui est compatible avec le BIM et donc le standard IFC. Et ça, c'est un domaine qui est très important parce qu'effectivement, un bon nombre de maîtres d'ouvrage commencent à intégrer la notion de BIM dans la gestion technique du bâtiment. Et pour ça, il faut effectivement avoir une approche unique de la donnée patrimoniale. Et donc, on vous recommande, dans la connaissance du patrimoine, de la digitaliser et de la structurer selon des standards marchés. La deuxième étape, elle consiste en fait à coter un état technique des composants. Donc là, l'approche, elle est assez simple. L'idée, c'est qu'on va regarder l'ensemble des composants d'un bâtiment sous différents axes. Un, quel est l'état physique de mes composants? Donc ça, c'est un premier axe pour évaluer la note d'état. On va prendre en compte, est-ce que la fonction de mes composants est assurée ou pas. Et on va regarder pour un certain nombre de composants, notamment ceux qui sont liés à la performance énergétique, est-ce qu'on a bien l'existence d'un contrat de maintenance courante comme sur des composants pour la production de chaud, la production de froid. Voilà. Donc tous les actifs effectivement concernés par le décret tertiaire, on va récupérer spécifiquement des données supplémentaires, c'est-à-dire quelles sont les consommations énergétiques de référence du bâtiment dans lequel ils sont implantés. On va demander également, lors de la collecte des données, quels sont les gains énergétiques en cas de remplacement des actifs, par exemple pour la production de chaud comme les chaudières, les ballons d'eau chaude, pour la production de froid, pour le système de climatisation ou de CTA, par exemple, pour les centrales de traitement d'air. Et enfin, toute la partie qui dimensionne les domaines techniques de l'électricité. Et ensuite, on va également demander aux sachants qui vont occuper le terrain et donc relever ces données, quels peuvent être les coûts de remplacement spécifiques des composants. Et donc là, on va prendre une évaluation à dire d'experts. Et cette donnée collectée en amont va vous permettre ensuite d'avoir des leviers d'optimisation sur la trajectoire d'investissement. L'étape numéro 3, c'est une étape très importante parce que c'est à partir de là qu'on commence à avoir une rupture avec les approches historiques qui sont des approches très techniques. On introduit à travers cette troisième étape la notion d'enjeu d'exploitation. Dans les enjeux d'exploitation, plus particulièrement la notion de performance énergétique. Et donc là, c'est très important, c'est-à-dire on va introduire un nouvel axe d'évaluation. Donc, imaginez une approche avec une approche par les risques, donc une espèce de matrice de risque, avec un axe qui cote en fait la notion d'état, de vétusté, et l'autre axe, c'est la notion qu'on introduit, c'est la notion de gravité, c'est-à-dire par rapport à mes enjeux d'exploitation,
Donc, effectivement, le premier enjeu pour le décret tertiaire, c'est la performance énergétique. Mais pour ne pas totalement focaliser vos efforts d'investissement sur la notion énergétique, on va garder deux enjeux stratégiques supplémentaires, comme par exemple la sécurité et la disponibilité. Donc ça c'est quelque chose qui est très important dans l'évaluation, parce que par rapport à l'accueil du public, des clients et des salariés, on a des engagements vis-à-vis de la mission de service public. Et donc par rapport à ça, on doit garantir que effectivement la trajectoire d'investissement, elle va bien servir, l'amélioration de la performance énergétique de mon bâtiment, mais également garantir que je vais assurer un accueil du public, des clients et de mes salariés de manière sécurisée, et puis surtout m'assurer que mes actifs sont disponibles pour la mission de service public ou pour les enjeux pour lesquels ils ont été conçus. D'accord? Donc, si on prend le domaine public, on pourrait avoir une notion complètement différente entre la gestion des actifs pour l'administratif et puis pour les autres actifs qui peuvent avoir des sujets différents comme l'éducation ou les loisirs. Donc là, l'idée, c'est effectivement à travers cette approche de coter en termes de gravité selon des échelles qui vont de mineur à catastrophique. Et l'idée, c'est que plus vous avez un impact qui est grave, plus votre patrimoine est vétuste, vous déterminez en fait le patrimoine le plus stratégique pour vous. Et l'idée, c'est de focaliser vos efforts d'investissement sur le patrimoine qui va effectivement répondre prioritairement à vos enjeux, et donc à cet enjeu de performance énergétique. Donc ça, c'est très important, cette notion de gravité. Une fois que vous avez réalisé en fait cette image de départ, hein, c'est une photo de votre patrimoine sous deux axes, hein, vétusté, gravité. Donc en fait, vous déterminez la criticité du patrimoine. On va également introduire une notion totalement innovante dans la gestion patrimoniale, c'est la définition d'une trajectoire selon les modèles prédictifs. Historiquement, les maîtres d'ouvrage utilisaient des techniques qui consistent à faire une analyse des dernières années pour essayer de définir une tendance comportementale du patrimoine et puis de tirer un coup de crayon en se disant, bon, l'année prochaine, le budget devrait être de temps, dans 3 ans, ça devrait à peu près évoluer comme ça. Et ça, si vous voulez, on pense que ces méthodes, maintenant, elles appartiennent à un autre temps. Aujourd'hui, il existe des méthodes beaucoup plus modernes et plus réalistes pour réaliser ce type de trajectoire. Et donc, c'est là où on introduit la notion de modèle prédictif. Donc, nous, Auxandre, on a été notamment historiquement construit sur l'extraction des modèles de vieillissement d'un grand énergéticien français qui s'appelle EDF. Et donc, l'objectif, c'était de pouvoir identifier assez rapidement comment les cycles de vie des composants se définissaient et d'identifier en fait où sont les points de rupture du patrimoine pour focaliser en fait les actions d'intervention dessus au bon moment, au bon endroit. Et donc aujourd'hui, ce qu'on préconise en fait dans la définition de trajectoire pour le décret tertiaire, c'est que pour tout le patrimoine qui va servir notamment à vous permettre d'améliorer la performance, c'est de regarder où sont dans le temps à venir les points de rupture de ces composants et donc de focaliser vos efforts d'investissement au bon endroit, au bon moment. Et donc en fait, vous allez obtenir une vision de votre patrimoine à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans. Donc ça va vous permettre de vous projeter aux horizons des objectifs du décret tertiaire. Et votre photo de départ, on va la projeter à travers ces lois de vieillissement pour pouvoir vous dire effectivement, si je suis trajectoire d'investissement, est-ce qu'en termes d'impact, je vais pouvoir m'aligner aux objectifs qui sont attendus. Et donc, l'identification du cycle de vie pour les maîtres d'ouvrage, c'est une notion qui ne peut plus être écarté de la gestion du patrimoine. Donc aujourd'hui, on parle de gestion prédictive du patrimoine. Et donc voilà, nous, ces modèles, on les met à disposition des maîtres d'ouvrage pour leur donner cette visibilité sur le moyen terme, long terme. Et l'idée, effectivement, c'est qu'à l'identification de ce cycle de vie, on va passer sur l'étape numéro 5, qui consiste ensuite à positionner des actions et des investissements de maintenance. Et donc ça, on peut le retrouver dans des bases qui sont déjà structurées chez les maîtres d'ouvrage, donc par exemple comme les GMAO. Les GMAO ont toute une gamme d'interventions, d'actions en termes de coûts, en termes de bénéfices.
Et donc, en fait, nous, on peut réutiliser ces bases. Donc, on a également des bases qui sont disponibles sur ce sujet. Mais si vous avez déjà mis en place ce type et vous avez ce savoir-faire, on peut réutiliser un modèle prédictif pour mieux programmer ces actions et répondre davantage aux enjeux de la trajectoire qui sont définis. Et là, en fait, à travers ça, vous définissez une trajectoire d'investissement qui va vous permettre de rechercher la mise en conformité par rapport au décret tertiaire. Et donc là, on peut positionner à travers différents scénarios et à travers différents horizons de simulation quelle va être ma trajectoire à 2030, à 2040 et à 2050. Donc, si on reprend synthétiquement cette méthode en 5 points, je digitalise avec des standards, je cote la vétusté, je cote la gravité. À travers ça, je détermine une photo de départ du patrimoine critique pour atteindre mes objectifs du décret tertiaire. Je projette à travers une trajectoire le comportement de mon patrimoine en utilisant des modèles prédictifs, des modèles de vieillissement, et je programme mes actions d'investissement à travers mon historique des bonnes pratiques de maintenance. Voilà. À travers ça, vous définissez une trajectoire. Les modèles qui sont mis en place et qu'on a développés notamment au sein d'Oxfam permettent de donner aussi de l'agilité sur l'ajustement de cette trajectoire. Également, si on est amené à toucher cette trajectoire, quel est l'impact en termes d'enjeux d'exploitation? Et ça, c'est très important d'avoir le curseur entre un volet technique et un volet stratégique. Alors, comment répondre en fait à cette situation? Donc là, l'idée, c'est qu'on va mettre en place des dashboards. Donc là, vous avez des tableaux de bord qui vont vous permettre, par exemple, d'identifier la valeur de référence de départ. Donc là, j'ai les données notamment que j'ai positionnées dans Opera en septembre 2021. Je définis une trajectoire d'investissement qui va me dire sur 20 ans, j'engage tant de millions d'euros. Au fur et à mesure que ce plan d'investissement se déroule, vos investissements vont amener du bénéfice en termes de gains énergétiques au patrimoine. Et donc ça, vous taguez à travers ce tableau de bord l'identification des gains énergétiques. Et est-ce que la trajectoire d'investissement que j'ai choisie, elle va me permettre de diminuer suffisamment les gains énergétiques pour ensuite aller chercher le reste à travers la mise en place d'un meilleur usage de mon actif, de la régulation des appareils techniques du bâtiment. C'est un autre axe sur lequel on vient optimiser. On l'a vu tout à l'heure, Soisy vous a présenté les 4 axes de développement. Et donc, nous, on vient bien vérifier à travers la trajectoire d'investissement, est-ce que globalement, on a une tendance qui va nous permettre effectivement de rechercher la conformité. Donc, l'objectif à travers ça, comment je peux mettre en place ces situations? Eh bien, tout d'abord, je vais avoir le sujet pour répondre aux premiers besoins, c'est la connaissance et la qualification de mon patrimoine. Donc, en fait, vous allez souvent mobiliser des acteurs pour aller réaliser des audits et des diagnostics techniques. Donc, eux, ils vont permettre de qualifier le patrimoine sous l'angle énergétique. Ils permettent de fixer l'image initiale du parc. D'accord ? Je rappelle important, c'est aussi d'exiger de ces intervenants la digitalisation des données de restitution. C'est très important. Effectivement, il y a des rapports, il y a des choses qui vont vous permettre d'avoir une vision et d'en disposer à travers des rapports, mais il est important également au maître d'ouvrage que la propriété des données techniques et numériques notamment, c'est vraiment stratégique sur la gestion patrimoniale. À travers la mise à disposition de données digitalisées, vous pourrez avoir une capitalisation extrêmement importante pour définir une trajectoire aussi bien en termes du décret tertiaire, mais également en termes de performance du patrimoine par rapport à des enjeux d'exploitation. Notamment, est-ce que mon patrimoine répond bien à mes objectifs de mission de service public? Est-ce que le patrimoine administratif me permet de recevoir mes administrés dans de bonnes conditions? Est-ce que le patrimoine mis à disposition pour l'éducation, pour les loisirs, sont bien un patrimoine performant qui répond aux enjeux, à la sécurité de l'accueil notamment de jeunes personnes? Vous voyez, ça aussi, c'est des enjeux que vous pourrez garder la maîtrise si vous avez des données qui sont digitalisées et qui sont exploitables dans le temps.
évidemment, les audits, ils amènent également le calcul de la valeur de référence. Donc, les acteurs qui vont intervenir sur le patrimoine ont développé aujourd'hui toute une expertise et un savoir-faire pour vous permettre d'automatiser le déversement dans Opera. Donc, il y a plein de… Nous, on le voit dans les partenaires qui sont dans notre écosystème. Ils ont tous développé des solutions digitales avec des déversements natifs dans Opera pour vous permettre de gagner en termes de productivité et puis d'obtenir, en fait, à travers votre investissement sur la connaissance, une opération sur la partie réglementaire. Et donc, en fait, effectivement, ces acteurs-là pourront vous accompagner sur le premier semestre 2021 pour vous permettre, en fait, d'alimenter la plateforme de l'ADEME avec votre consommation de référence. Le deuxième point, et donc qui correspond et il est directement associé à la deuxième partie des besoins, c'est la trajectoire d'optimisation de la performance énergétique. Donc là, c'est très important. C'est vraiment le sujet sur lequel nous, on a développé un savoir-faire. Il est alimenté par tous les partenaires qui ont travaillé et qui ont développé toute une expertise sur la connaissance du patrimoine. Ils nous ont aidés, appris aussi à structurer comment récupérer les données du patrimoine sur le volet technique et énergétique pour définir de manière crédible une trajectoire qui soit pertinente et qui vous permette de prendre les bonnes décisions d'investissement dans les années à venir pour aller rechercher la conformité. Donc, l'idée, effectivement, à partir de des données de départ, de la connaissance du patrimoine, c'est de simuler différents scénarios d'optimisation de la performance énergétique. Ça vous permet en interne de réfléchir et de valider un certain nombre de paramètres de simulation de manière à avoir la construction d'un premier plan pluriannuel d'investissement qui permette d'aller vers l'atteinte des cibles d'économie d'énergie. Donc, suite à la qualification de la situation initiale, vous faites appel au modèle prédictif pour simuler ces différents scénarios. Et là, vous voyez avec la direction générale, les élus, par rapport à des enjeux d'exploitation qui sont autres que aussi la partie énergétique, et vous embarquez tout le monde à travers une trajectoire d'investissement qui va répondre à des enjeux de performance, à des enjeux opérationnels, d'accord, et puis effectivement à atteindre les réductions d'économie, enfin les réductions de consommation énergétique. À travers cette trajectoire, il y a un volet très important, c'est que vous allez aussi définir un certain niveau d'investissement. Donc là, vous avez une enveloppe budgétaire qui va se dessiner devant vous. Et ce qui est important, c'est de savoir que c'est une valeur brute, en fait, hein, parce que finalement, se lancer dans une trajectoire d'investissement sur l'amélioration de la performance énergétique, c'est également pouvoir associer un potentiel d'économies d'énergie qui sont éligibles en fait à ce qu'on appelle les C2E, les certificats d'économie d'énergie, qui sont une forme de financement de vos opérations de travaux. Et donc, lorsque vous définissez cette trajectoire, vous allez associer deux éléments. Un, les gains énergétiques directement associés aux actions que vous allez planifier dans le temps. Donc là, vous allez voir directement le retour d'investissement en termes de charges et de diminution des charges de consommation énergétique. Et vous avez également, par rapport à certains travaux d'amélioration, l'éligibilité à des financements qui peuvent venir soit des C2E, soit des subventions départementales, régionales, nationales, européennes, qui vous permettent de venir financer ce plan d'investissement. Et ça, à travers cette trajectoire initiale, vous pouvez disposer d'une première vision de votre niveau d'investissement, du niveau de financement qui sont accessibles et de disposer en fait d'une vision nette du coût du patrimoine pour atteindre cet objectif. À travers le fait que vous dessinez également le cycle de vie, que vous proposez une trajectoire, vous offrez également à tous les décideurs, aux sachants, à ceux qui vont porter la notion d'enjeu d'exploitation, une vision stratégique du patrimoine. Et donc, à travers ça, vous établissez une feuille de route. On a un certain nombre de partenaires dans l'écosystème qui ont l'habitude d'accompagner maintenant, d'un point de vue opérationnel, la mise en œuvre de cette feuille de route. Et donc, dans ces éléments-là, vous permettez de disposer d'une gestion intelligente de l'énergie et puis de mettre les bonnes ressources et le bon timing au bon endroit au bon moment. Et enfin, cette trajectoire, elle est aussi adossée à un certain nombre d'indicateurs qu'on va synthétiser dans des tableaux de bord. Et là, l'idée, c'est que vous devez aussi, à travers ça, construire des tableaux de bord qui vont vous permettre d'alimenter
plusieurs niveaux de l'organisation. Le niveau décisionnel, c'est-à-dire que la trajectoire, elle va engager des décideurs et des personnes qui vont porter la performance et les enjeux du patrimoine. Vous avez la direction effectivement technique du patrimoine qui, elle, doit donner une vision performante du bâti. Et puis, vous avez des responsables d'établissement qui veulent avoir une vision des forces et des faiblesses du bâti pour mieux adapter l'usage opérationnel au quotidien de ce bâtiment. Et donc, à travers ça, vous définissez des tableaux de bord qui vont permettre à toute l'organisation de s'aligner autour de votre démarche. Le sujet suivant, effectivement, c'est quand on a défini cette trajectoire, c'est de la mettre en œuvre d'un point de vue opérationnel. Donc là, on est sur la partie suivi de la performance énergétique. Donc, vous alimentez la plateforme Opéra. Chaque année, elle devra être alimentée avec les consommations de l'année. Vous mettez en place un suivi opérationnel. Donc là, effectivement, aujourd'hui, il y a un grand nombre d'acteurs qui se sont positionnés sur ce sujet-là, qui ont développé tout un savoir-faire et une expertise pour vous accompagner sur le plan opérationnel. Certains même prennent des engagements vis-à-vis de vous sur l'atteinte en termes de résultats des objectifs, c'est-à-dire de diminution énergétique, avec qui il faut partager aussi la trajectoire, les ressources dédiées, le système de sourcing des différents composants et des différents prestataires qui vont travailler de manière à venir maîtriser en fait d'un point de vue achat ces éléments-là. Et donc, en fait, vous mettez en place une démarche d'amélioration continue. Voilà. Et l'idée après, effectivement, de faire des suggestions aussi au niveau de l'usage pour voilà, essayer de mettre en place un dispositif de ce qu'on appelle Smart Energy. Voilà. Donc là également, on définit des tableaux de bord qui sont liés directement au pilotage de la performance opérationnelle. Ces tableaux de bord, ils ont vraiment vocation à regarder au quotidien où sont les forces et les faiblesses du patrimoine et où je dois prioriser à travers mon suivi opérationnel la priorisation de mes ressources, de mes achats au quotidien. Ça, c'est un dispositif que vous avez la liberté de mettre en place comme vous voulez. Il y a aussi des dispositifs plus encadrés, comme par exemple le contrat de performance énergétique. Donc, si on regarde plus spécifiquement ce produit-là, donc il s'agit là de sécuriser sans investissement une performance énergétique en contrepartie de la rémunération d'un opérateur. Voilà. Cet opérateur, il effectue pour vous des travaux et des services. Ça va permettre d'économiser de l'énergie. Voilà, donc c'est un contrat que vous passez directement avec la société. Et donc après, elle permet d'être financée sous deux axes. Soit effectivement, en tant que maître d'ouvrage, vous financez les dépenses. Et donc la société de service, elle s'engage sur un niveau d'économie d'énergie permettant en fait de rentabiliser l'investissement. Et donc elle souscrit vis-à-vis de vous une obligation de résultat et verse des pénalités si les économies d'énergie ne sont pas au rendez-vous. Ensuite, il y a une deuxième possibilité, c'est que le financement soit pris en charge totalement ou partiellement par la société de services énergétiques. Donc, c'est elle qui investit dans le projet, qui finance les études et les investissements visant à améliorer l'efficacité énergétique, et elle récupère son investissement au travers des économies qu'elle aura générées. Voilà, donc ça, ce sont des véhicules et des dispositifs contractuels qui sont un peu plus encadrés, un peu plus réglementés. Mais aujourd'hui, un certain nombre d'acteurs qui interviennent, nous, dans notre écosystème, mais également déjà auprès de vous, ont, on va dire, parallélisé cette approche avec un peu plus de souplesse, aussi bien pour le maître d'ouvrage que pour les sociétés qui viennent vous accompagner sur ces sujets opérationnels de récupération de votre investissement ou d'amélioration de gains énergétiques. Alors, donc je comprends, il y a un certain nombre de personnes qui se posent la question de qui sont les partenaires. Alors, il ne s'agit pas là de les citer, mais effectivement, n'hésitez pas à vous rapprocher des organisateurs et donc de moi-même pour savoir si au sein de votre écosystème, il y a des acteurs qui sont déjà formés à cette méthodologie ou avec qui on peut s'aligner de manière à ce que lorsque vous mettez en place ce type de démarche, ces acteurs-là peuvent vous amener directement sur les sujets de définir la
bonne trajectoire d'investissement. Donc ça, effectivement, nous, on a un savoir-faire qu'on a déployé, qu'on a partagé, avec qui maintenant, on a un certain nombre de partenaires qui nous accompagnent. Difficile, effectivement, d'en citer parmi tant d'autres. Donc là, il n'y a pas de problème. On pourra évoquer les sujets des partenaires spécifiques par rapport aux maîtres d'ouvrage concernés. Donc pour reprendre le fil de l'eau, donc le quatrième sujet, c'est le sujet du financement. Et donc, en fait, là, on va instruire en fait, les demandes, on va aller rechercher en fait, les financements possibles qui sont associés à la trajectoire, donc sous 2 axes, c'est-à-dire par rapport à des travaux que j'ai planifiés dans le temps, je vais pouvoir ici venir rechercher et identifier le potentiel de certificats d'énergie qui sont associés à des demandes de travaux que j'ai planifiés dans le temps. L'idée, c'est d'évaluer ce potentiel et qui sont issus des travaux d'amélioration, et de les monétiser auprès d'obligés. Donc, en fait, les obligés, pour expliquer rapidement la notion d'obligés, sont des acteurs qui sont des producteurs d'énergie, des fois et souvent même polluantes. Et donc, ces acteurs-là sont obligés aujourd'hui, à travers ces certificats, de venir racheter un certain nombre, un volume de certificats d'énergie pour remplir leurs obligations vis-à-vis d'acteurs pollueurs. Et ces certificats d'économie d'énergie sont en fait le financement d'acteurs, de maîtres d'ouvrage qui veulent réaliser des travaux d'amélioration de performance énergétique. Et donc, les obligés viennent financer réglementairement ces sujets-là. Donc là, il y a tout un dispositif de bourse, c'est quelque chose qui est assez monétaire, qui fluctue énormément dans le temps. Et donc, au départ, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on peut définir une trajectoire. Cette trajectoire, et le potentiel de C2E est évalué par rapport à la réglementation actuelle, mais cette réglementation, elle évolue chaque année. Et donc, effectivement, on dit il y a des travaux d'amélioration qui ont une certaine valeur en 2019, qui ont une certaine valeur en 2020 et qui auront une valeur différente probablement en 2025. Certainement, on aura déjà en 2025 abandonné un certain nombre de financements par rapport à certains travaux d'amélioration. Par rapport à ça, il y a d'autres financements possibles. Souvent, l'effort d'investissement, il peut être très important. Le fait de pouvoir lisser à travers la mise à disposition d'équipements et de projets de réhabilitation à travers des systèmes de contrats de leasing, ça permet de lisser dans le temps l'effort d'investissement. Et donc, par exemple, vous pouvez mettre en place des systèmes de leasing sur 3 ans, sur 5 ans, sur 10 ans, pour venir lisser en fait le coût d'amélioration de performance, le financement de vos composants, par exemple pour la production de chaud ou la production de froid, et enfin, de lisser en fait votre charge pour aller aux objectifs de 2030. Enfin, le dernier volet, c'est toute la partie effectivement visualisation, suivi opérationnel, suivi stratégique et puis création des indicateurs de communication. Donc là, en fait, à travers les modèles prédictifs, on crée en fait une visualisation dynamique du patrimoine. Vous disposez de données qui sont vivantes, qui permettent de durablement capitaliser sur la photo de départ. Donc, en fait, souvent, l'audit qui coûte très cher, eh bien, grâce à ce modèle-là, on va le maintenir opérationnel durablement. Donc, en fait, votre effort sur la connaissance, il est capitalisé dans le temps, à travers notamment ces lois de vieillissement. Vous avez des données qui sont digitalisées, qui vont vous permettre de suivre la trajectoire et voire même, chaque année, de pouvoir suivre cette trajectoire selon des thématiques différentes. Est-ce que la trajectoire que j'ai définie pour le culturel, pour l'éducation, pour la gestion technique, pour la gestion administrative de mon patrimoine, elle est alignée? Eh bien ça, vous pourrez ensuite disposer de différents angles de vue pour suivre cette trajectoire et la rendre opérationnelle par rapport à des différentes missions de service public, par rapport à différents enjeux d'exploitation. Il faut toujours aussi que cette donnée elle soit dynamique et adaptée. Et donc, on a aussi besoin, lors des arbitrages budgétaires ou lors des passages chaque année, d'une année à l'autre, de se dire effectivement quel est le budget, quelles sont mes priorisations, quels sont aussi les renoncements, parce que j'ai des contraintes budgétaires, je ne peux pas tout faire. Et il y a des choses sur lesquelles je vais devoir faire des renoncements. Où sont les actions les moins prioritaires
pour faire ces renoncements. Et donc, cette donnée intelligente, la smart data, qui a été enrichie en fait au fil de l'eau de cette démarche, elle va vous permettre de prendre les bonnes décisions, les bons arbitrages au bon moment et au bon endroit. Et donc, l'idée, c'est effectivement, d'évaluer leurs coûts directement associés à leurs impacts. Et donc, ça, c'est très important parce que lorsqu'on a des objectifs qui sont déjà prédéfinis à 2030, 2040, 2050, les renoncements vont avoir un impact par rapport à l'atteinte de ces objectifs. Et ça, ce sera justement une donnée qui sera très, très importante pour vous permettre en fait d'aller au bout de cette démarche. Je vous remercie. Donc là, c'était effectivement toute la partie structuration de la méthodo qui repose sur un décret tertiaire et un dispositif réglementaire qui porte une chaîne assez longue en fait. Et donc, il y a aujourd'hui tout un écosystème qui s'est développé, qui est à disposition du maître d'ouvrage, qu'on a nous aussi réussi à agréger dans une démarche unique et innovante au sein d'Oxand. Et donc, on se tient à disposition pour, effectivement, comme l'a évoqué Soisic, approfondir certains sujets, lever certaines spécificités qui sont celles de votre patrimoine, parce que effectivement, le sujet réglementaire, il amène toujours à des sujets d'interprétation, à traiter des données et des besoins spécifiques. Et donc, à ce titre-là, effectivement, on a déjà beaucoup de retours d'expérience qu'on peut partager également dans une approche un peu plus approfondie et qui vont vous permettre en fait d'identifier quels sont le traitement possible et comment je peux aborder des points qui sont spécifiques à mon patrimoine. Voilà. Je passe la main à Jérémy. Donc, effectivement, il y a tout des bénéfices qui ressortent de cette démarche. Il y a aussi des choses et des erreurs à éviter que va vous présenter ensuite Jérémy. Et voilà, et ça va vous permettre après d'avoir effectivement quelques bons réflexes par rapport à cette première approche qu'on vous a proposée aujourd'hui. Excellente journée à tous. Merci beaucoup, Mehdi. Effectivement, je vais reprendre du coup le fil de la présentation sur les bénéfices en lien avec la méthodologie que vous a présentée Mehdi et plus globalement qu'Oxand met en place avec différentes organisations. Juste avant, un petit point, je vois pas mal de questions qui arrivent, donc je vous rassure, on a enfin compris comment visualiser vos questions. Donc je vois qu'il y en a pas mal. Je vois également le temps qui tourne et d'expérience. Je sais qu'il y a un décrochage naturel qui va commencer à intervenir aux alentours de midi et demi. Donc, ce que je vous propose, c'est de poursuivre pour le moment la présentation. Si on a le temps, bien sûr, on y répondra à la fin. Et de toute façon, je vous invite à continuer à partager vos questions, puisque dans tous les cas, on s'engage à y répondre en vous faisant un retour mail suite à la conférence et en vous partageant également le support de présentation qu'on est en train de vous projeter. Donc, n'hésitez pas, quoi qu'il arrive, à continuer à nous poser vos questions. Elles auront un retour. En ce qui concerne, du coup, la partie sur les bénéfices, effectivement, maintenant que Mehdi vous a présenté la démarche, je vais m'attacher à vous présenter les bénéfices qui en découlent. Finalement, il y en a 4 principaux et qui font écho à ceux que je vous ai présentés en amont de la présentation, en début de webconférence, quand je vous expliquais que le décret tertiaire, au-delà d'être une contrainte, pouvait se transformer en opportunité grâce à un plan d'action bien mené et une stratégie établie qui nous permet d'atteindre les objectifs visés. Et ces objectifs, c'est les mêmes qu'au début, ces différents points qu'on va détailler et qui, du coup, vont normalement, je l'espère en tout cas, avoir maintenant plus d'écho après la présentation de Mehdi. Le premier point, le premier bénéfice, c'est un bénéfice organisationnel. Effectivement, la mise en application de la méthode proposée par Oxand, par Mehdi, va vous permettre de mieux connaître votre parc grâce soit à l'audit, soit à l'inventaire que vous aurez réalisé en début de projet, mais va également vous permettre de lancer, de confirmer ou d'initier une démarche de digitalisation et une démarche de digitalisation de votre stratégie énergétique, mais plus largement de votre stratégie patrimoniale grâce à la centralisation et à la capitalisation des informations que vous aurez récoltées. Et ces deux aspects, finalement, vont avoir un grand bénéfice qui est celui de vous permettre d'optimiser et fiabiliser vos prises de décision. Optimiser parce qu'il sera bien plus simple pour vous, dans le futur, de disposer des bonnes informations
au bon moment et des informations nécessaires pour finalement fiabiliser justement vos prises de décision. Donc, vous ne serez pas à chaque fois obligé de repartir d'une feuille blanche. C'est un peu caricatural de parler de feuille blanche, mais en tous les cas, d'une feuille incomplète. Vous aurez à tout moment, dans un endroit centralisé, les informations nécessaires pour fiabiliser vos prises de décision. D'accord ? Donc, c'est vraiment le premier bénéfice, c'est un gain organisationnel, un gain de temps pour vous dans la gestion des différents projets que vous avez à traiter au quotidien. Le deuxième bénéfice, c'est un bénéfice financier, puisque cette démarche va vous permettre de rationaliser, d'optimiser vos dépenses sous 2 axes. Le premier, la diminution de vos charges de fonctionnement en lien avec les économies d'énergie que vous allez réaliser. Et le second bénéfice repose sur le fait que votre capacité à mieux programmer vos opérations de maintenance de façon plus large qu'uniquement celle consacrée à vos problématiques énergétiques va vous permettre, comme l'expliquait Mehdi, d'allonger la durée de vie de vos bâtiments et donc de moins dépenser pour les maintenir en état. Le troisième bénéfice, après, lui, va porter sur la réputation de votre organisation, qui, à travers la bonne mise en application du décret tertiaire, va pouvoir communiquer positivement avec les différents acteurs qui composent son écosystème autour des actions que vous avez réalisées. Donc, vous allez pouvoir communiquer sur le fait d'être en conformité avec la réglementation en vigueur, mais également sur le fait d'être un acteur innovant de la transition et de la mise en application de la transition énergétique. Ce dernier point, d'ailleurs, m'amène naturellement au dernier grand bénéfice, à savoir la mise en application d'une politique de transition verte. Il s'agit là d'un enjeu très fort qui répond à des problématiques et sujets d'actualité qui nous concernent tous. Et cette démarche, justement, va vous permettre de mettre en place une stratégie durable, écologique et citoyenne qui répond finalement aux attentes environnementales auxquelles nous sommes tous et toutes confrontés. Voilà donc pour les grands bénéfices qui découlent de cette démarche. Maintenant, je vais enchaîner avec la dernière partie de ce webinaire, avant le temps d'échange que l'on va consacrer en fin de partie, qui va s'attacher à vous présenter, c'est une liste qui n'est pas exhaustive, mais en tout cas à vous présenter les grandes erreurs, les erreurs types dans lesquelles on peut tomber, les pièges, entre guillemets, dans lesquels on peut tomber, et qu'on vous invite à essayer d'éviter pour gérer au mieux la mise en application du décret tertiaire. Le premier conseil important, c'est de ne pas essayer de mettre en place une stratégie trop rigide et non alignée avec la réalité. En gros, la mise en application du décret tertiaire, c'est une course de fond, ce n'est pas un sprint. Il y a des échéances récurrentes qui sont longues et espacées dans le temps. Ça peut être très tentant et rassurant même d'essayer, dès le début, de créer un cadre très formel, très rigide, qui va nous permettre de visualiser une stratégie timée dans le temps de façon assez précise, sur 10, 20, 30 ans, de façon à être certain de répondre aux objectifs fixés par l'État. Par contre, cette démarche, finalement, et cette stratégie, elle risque déjà au démarrage de vous demander beaucoup d'énergie, parce que c'est très long à mettre en place, et après, dans le futur, de façon opérationnelle, elle risque de très rapidement être confrontée à vos problématiques quotidiennes, à vos engagements également, et aux différentes aléas auxquels vous pouvez être confrontés. Et du coup, très rapidement, cette stratégie peut devenir caduque et vous obliger finalement à repartir effectivement sur la mise en place d'une nouvelle stratégie. Donc là, l'objectif, effectivement, c'est dès le début de fiabiliser une trajectoire, de créer une stratégie. Par contre, d'être capable d'être agile vis-à-vis de cette stratégie et du coup, de mettre en place des stratégies et des scénarios dynamiques sur lesquels vous allez très rapidement pouvoir réorienter votre stratégie, vos choix en fonction des aléas auxquels vous allez être confrontés sur les 20-30 ans que vont demander la mise en application du décret tertiaire. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième, Mehdi en a également parlé, je fais beaucoup écho à sa présentation, mais c'est de digitaliser, enfin en tout cas de ne pas digitaliser sa démarche. Ce serait ça plutôt le piège à éviter. Plusieurs raisons à cela. En ce qui concerne la mise en place de votre stratégie, sans la digitaliser, ça va vous faire perdre un temps assez précieux au démarrage.
Mais ça va également, finalement, vous empêcher de fiabiliser et de sécuriser avec efficacité votre stratégie. Puisque grâce à la digitalisation, vous pourrez baser votre stratégie, vos prises de décision sur des informations fiables, uniformes et vérifiées. D'accord ? Enfin, ça vous permettra également de projeter plus simplement votre stratégie sur 5, 10 ou 20 ans. D'accord ? Chose qui n'est pas forcément évidente si on ne digitalise pas. L'autre avantage, après, au-delà de celui au démarrage du projet, ça va être dans le suivi du projet. Comme j'ai dit juste avant, le décret tertiaire, c'est une course de fond, d'accord ? Ça va vous prendre du temps et il va falloir le suivre à travers les années et être capable le plus rapidement possible de mesurer chaque année les économies d'énergie réalisées et à chaque moment, effectivement, être capable également de rerouter, de revoir votre feuille de route, votre stratégie. Et ça, la digitalisation va vous le permettre de façon bien plus efficace et optimale. Enfin, le dernier point, et qui n'est pas des moindres, c'est que le projet est très long et ne pas le digitaliser, c'est s'exposer au risque d'un moment donné perdre un de vos sachants qui aura mené le projet à l'origine et c'est normal, hein, sur un projet aussi long, on ne sera peut-être pas là à la fin. Et du coup, cette digitalisation va sécuriser finalement les différents passages de relais qui pourrait y avoir dans vos organisations sur les différentes échelles de temps qui sont demandées par le décret tertiaire, qui sont soumis par le décret tertiaire. Troisième point, troisième erreur à éviter, il s'agit de bien prendre en compte les caractéristiques de vos bâtiments dans la priorisation et le choix des opérations à réaliser. Alors là, je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais c'est quand même important de le rappeler dans l'écriture de votre stratégie. Il va falloir effectivement prendre en compte différentes informations en lien avec vos bâtiments. Je donne des exemples, l'état général, les projets futurs. À quoi est-ce que ce bâtiment est-il destiné maintenant, mais même dans 4, 5, 7 ans? Les usages, le taux d'occupation et naturellement la consommation énergétique à date. De façon concrète, les bâtiments qui, chez vous, ont un avenir incertain, des actions simples de changement de comportement ou d'amélioration légère des systèmes peuvent suffire. A contrario, les bâtiments sur lesquels vous avez une bonne visibilité dans le temps ou alors des ambitions, cela doit faire l'objet de façon prioritaire de travaux plus importants et impactants sur le bâti. D'accord ? Ce point-là, sur les caractéristiques de vos bâtiments, m'amène naturellement au quatrième conseil, qui est celui de bien mesurer justement l'impact de chaque action potentielle en fonction d'un ratio coût-bénéfice. Combien est-ce que ça va me coûter comparativement au gain énergétique que je vais réaliser? Dans la définition de votre stratégie, il va y avoir plusieurs étapes. Parmi celles-ci, l'une va consister à définir les actions à réaliser, vous permettant de faire les économies d'énergie attendues. Et une autre action va consister à sélectionner et prioriser ces actions en fonction de vos capacités humaines et financières. Et du coup, il va falloir être capable, effectivement, de bien être capable de voir combien est-ce que ça me coûte et qu'est-ce que ça me fait gagner en face. Et enfin, le dernier point sur lequel on souhaitait finir cette partie-là sur les erreurs à éviter. Il ne s'agit peut-être pas du point le plus important, mais en tous les cas, il s'agit du piège dans lequel il est, selon nous, le plus simple et le plus facile de tomber, à savoir le fait d'orienter trop fortement ces opérations de maintenance sous l'unique angle de la mise en application du décret tertiaire. Toujours en écho à ce que disait Mehdi tout à l'heure, quand il vous parlait de la matrice de risque que l'on met en place chez Auxand, il vous parlait effectivement de la prise en compte des différents enjeux que vous pourriez avoir. Il parlait notamment des enjeux énergétiques, environnementaux, qui vont avoir pour objectif de faire ressortir de façon prépondérante les opérations de maintenance qui pourraient vous permettre d'obtenir des gains sur ces questions-là. Mais ce qu'il a dit également est très important, c'est qu'on ne va pas, en tout cas dans la vision qu'on vous apporte, se contenter de prendre en compte cet enjeu qui finalement biaiserait le reste de vos responsabilités, ou en tous les cas pourrait vous confronter à mettre trop d'efforts sur cette thématique-là
et délaisser vos autres enjeux qui sont effectivement les enjeux de sécurité d'exploitation ou encore de continuité et de confort d'exploitation. Et du coup, effectivement, le but, ça va être d'être capable de créer de mettre en place un scénario qui vous permette d'atteindre les objectifs en lien avec le décret tertiaire, mais ce scénario doit s'intégrer dans un scénario, dans une stratégie plus large de maintenance de vos bâtis, d'accord, qui prennent en compte vos différents enjeux, vos différentes obligations, d'accord. Donc, il est bien sûr indispensable d'y amener sa stratégie énergétique, mais pas que. Voilà donc pour les erreurs à éviter, donc cette dernière partie. On va maintenant passer à la conclusion. Ne nous quittez pas encore, même si je sais que le temps de la pause déjeuner arrive à grands pas, mais ne nous quittez pas encore. On va conclure, effectivement, donc je m'y attelle. Je vous remercie déjà pour votre participation, hein, je le rappelle, nombreuse. Donc, on avait commencé à une vingtaine de participants, ce que je vois maintenant, c'est qu'on est un peu plus d'une cinquantaine. Et la bonne nouvelle, c'est que vous êtes restés visiblement du début à la fin, puisqu'on a eu ce chiffre tout au long de la webconférence. Donc, j'espère effectivement que le sujet vous a intéressé, que la façon dont nous l'avons abordé vous a également intéressé et a été instructive pour vous. Nous, concernant, juste avant de vous laisser la main, je vais également faire écho à ce qu'avait dit Soisig à un moment dans sa partie, c'est que bien sûr que là, c'était une présentation assez générique et qu'on peut rentrer dans un niveau de détail plus fin et plus personnel en fonction de vos problématiques, de vos enjeux. Et pour ça, on vous invite à ne pas hésiter à nous contacter. On va vous partager le support de présentation sur lequel vous trouverez nos coordonnées. N'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone pour nous poser des questions plus précises sur votre patrimoine et votre stratégie à date. Ça sera pour nous un plaisir de vous accompagner ou du moins de répondre à vos questions. Voilà maintenant pour la conclusion. Il est 12h08. Je pense qu'on a un peu de temps, mais là, je vais redonner la main à Idéal Connaissance et du coup à Laurent pour traiter ce point. Mais je pense qu'on a un peu de temps pour essayer de répondre à quelques-unes de vos questions. Je vais revenir un petit peu en arrière. Il y avait quelques questions autour de qui du locataire ou du propriétaire doit se conformer aux obligations de la réglementation. C'était une thématique qu'avait exposée Soisig autour de la planche 12. Et il y avait une autre question. Que se passe-t-il en cas de sanctions financières? Je reprends la main avec mon PC. Visiblement, c'est celui qui fonctionne. Donc, sur la question sur les responsabilités locataires-propriétaires, Soisig a déjà apporté des éléments de réponse dans le chat. Donc, je vous invite à ne pas hésiter à le consulter pour avoir un écrit. Mais je vais redonner la parole à Soisig maintenant qui va rapporter à l'oral des éléments de réponse à cette question qui était assez redondante de ce que je vois dans le forum. Hop. Merci. Alors effectivement, c'est une question qui revient assez souvent, cette problématique de qui fait quoi entre le locataire et le propriétaire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le locataire et le propriétaire sont solidaires face à l'obligation réglementaire. Donc l'idéal, la recommandation, c'est de tout détailler, tout décrire dans le bail de location, du rôle, de la responsabilité de chacun. La logique veut que le propriétaire ait connaissance des informations de consommation de ses locataires et transmettre l'information sur Opérate. C'est la logique. Dans les faits, il n'y a pas d'obligation, si ce n'est de se mettre d'accord en amont sur qui fait quoi. Il faut savoir qu'il est possible de mettre en place un service de collecte automatique des données du consommateur, du locataire. Pour ça, il faut mettre en place une lettre de mandat que le locataire devra signer et bien sûr indiquer cette information dans le bail. Tout doit s'organiser d'un commun accord entre le locataire et le propriétaire. La collecte, la transmission, le suivi du plan d'action, si le locataire doit prendre en charge une partie. Quant aux sanctions financières, de même qu'ils sont solidaires sur la mise en place d'actions et de suivi et de collecte, ils sont chacun redevables de la moitié des sanctions qui sont appliquées en cas de non-respect. Ok, vous m'entendez, c'est bon? On vous entend toujours, parfait. Parfait. Pourquoi? Alors, plutôt pour Mehdi,
Pourquoi un audit énergétique est-il si important et quelles en sont les données et informations les plus importantes à récupérer? Vas-y, Mehdi. Alors, sur ce sujet-là, ce que j'ai expliqué, donc il y avait effectivement deux axes. Alors, on parlera après effectivement des données qui sont vraiment essentielles à être relevées, en fait. Mais ce qui est très important, c'est que les campagnes d'audit, elles ont en fait un certain coût hein, pour le maître d'ouvrage. Et si vous voulez, c'est très important à ce stade de voir les campagnes d'audit comme la construction d'un capital de données de départ. Et ce capital, il a une très grande valeur dans le cadre de la gestion patrimoniale et ça, c'est majeur. Cet effort d'investissement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai insisté sur le fait que la forme de restitution des audits ne peut plus être des rapports figés ou des PDF ou ce genre de choses. Le maître d'ouvrage doit disposer de données numériques qu'il peut lui-même exploiter dans tel système d'information ou même avec des systèmes un peu plus simples comme des tableurs Excel ou des macros ou des modèles Excel. Mais l'idée, c'est que disposer de ces informations sous la partie numérique, c'est aussi lui permettre de capitaliser dans le temps et de mettre des choses dynamiques derrière. Donc ça, voyez ça comme la construction d'un actif de départ qui a une très, très grande valeur pour le maître d'ouvrage. Et donc, les audits, lors de la rédaction des cahiers des charges pour les campagnes d'audit, vous devez absolument renforcer la façon dont ces audits vous sont restitués. Et donc, ils doivent être restitués et sous un format de rapport qui donne des préconisations, donc une vision et des préconisations, mais également de disposer de toutes les informations sur le format numérique pour après en faire ce que vous voulez pour la partie gestion patrimoniale. Sur les données qui sont nécessaires donc, au départ sur la partie connaissance, notamment sur la partie énergie, donc, il y a plusieurs éléments qui sont importants. Donc, l'idée, c'est effectivement de disposer donc, de la consommation de référence par bâtiment. Donc, ça, c'est de toute façon ce qui va vous permettre d'alimenter la plateforme de l'ADEME. Donc, c'est au moins le minimum légal. Et ensuite, il faut aller un petit peu plus fin. C'est-à-dire que quand vous allez définir votre trajectoire d'investissement, il y a deux choses qui vont venir en face. Nativement, quand vous planifiez des investissements, vous avez un coût. Et en fait, en face de ce coût, vous devez pouvoir, mettre des gains énergétiques, c'est-à-dire lorsque je fais tel investissement, quel est le gain énergétique que je vais avoir si je fais tel investissement? Et donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Lorsque les auditeurs récupèrent l'information sur le terrain, ils doivent identifier les composants, leur état de vétusté, la gravité en termes de défaillance sur les enjeux. Donc ça, c'est ce qu'on a expliqué également. Mais également, si je remplace ce composant, quel est le gain énergétique inhérent à son remplacement? Et donc ça, c'est important. C'est-à-dire, si je change cette chaudière, spécifiquement cette chaudière-là, quel est le gain énergétique associé? Ça va vous permettre, lorsque vous définissez votre trajectoire d'investissement, d'avoir une évaluation des gains. Une autre information importante, c'est le coût de remplacement. Donc, effectivement, Auxandre dispose, par exemple, de bases sur les coûts de remplacement, mais effectivement, avoir le dire d'expert, c'est aussi confronter des valeurs standards de marché avec des valeurs spécifiques. Et donc, la valeur de l'expert ou de l'auditeur va vous permettre de rendre plus spécifiquement la trajectoire d'investissement adaptée aux spécificités de votre patrimoine. Donc, récupérer cette information au départ, c'est une information majeure. Merci Mehdi pour cette précision. Je vais prendre une dernière question et nous répondrons à toutes les autres qui n'ont pas eu pour l'instant de réponse par écrit. Comment faire en cas de problématique budgétaire ne nous permettant pas de réaliser les gains attendus? Peut-être plutôt pour Jérémy, cette question. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, c'est une question qui revient assez fréquemment. Le premier grand point, ce qui est important, c'est à savoir, sur le décret tertiaire, ce que demande l'État, ce n'est pas une obligation de moyens, c'est une obligation de résultat. Donc, effectivement, à date, la présentation d'un listing ou d'une stratégie sur des actions déjà mises en place ou à venir, mais qui seraient limitées par des incapacités financières, ne serait pas suffisant.
à éviter les sanctions qu'on a présentées sur la première partie. Après, il y a quand même 2 autres points sur ce sujet-là. Le premier, Mehdi en a un petit peu parlé, c'est qu'il y a pas mal de subventions, d'aides qui permettent de réduire finalement la facture en lien avec les différentes opérations que vous aurez à réaliser. D'accord ? Ce que je vous invite également à faire, cette question, elle peut notamment se poser pour tout type de structure, mais sur des petites collectivités, j'ai déjà vu une question qui se rapprochait de celle-ci sur le forum. Sur les petites collectivités, je vous invite également à vous rapprocher de vos EPCI référentes, vos communautés de communes, vos agglos, pour voir un petit peu quel est le soutien également qu'elles peuvent vous apporter. Là, je parle pour le coup sous forme de retour d'expérience, puisque j'ai déjà commencé à travailler avec des collectivités qui, sur certaines opérations de travaux, allaient être subventionnées. Alors, pas directement par l'EPCI dont ils sont référents, mais par le syndicat d'énergie en place dans leur localisation. Donc, je vous invite également à vous renseigner, au-delà des aides nationales qui sont plus connues, à vous renseigner également de façon locale sur ce qui peut exister pour vous faciliter la tâche. Et après, dernier point, c'est encore assez flou, c'est pas bien formalisé, mais sachez quand même que le décret le prévoit. Si jamais il y avait une véritable incapacité financière à réaliser ce qui est attendu, il y a des modulations qui peuvent se mettre en place. Par contre, attention, c'est flou, c'est pas clairement défini, et surtout, ça doit être étayé. Ce besoin de moduler la contrainte doit être légitimé par des rapports techniques et financiers assez poussés, mais sur lesquels je ne peux pas rentrer dans les détails à date, puisque les explications ne sont pas encore connues de tous. J'espère avoir été complet. Ok, merci pour votre réponse, Jérémy. Ce que je vous propose, c'est peut-être d'en rester là. On a passé presque 2 heures. On va récupérer bien évidemment toutes vos questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Encore une fois, désolé pour le manque de synergie dans le déroulé de la webconf. Une webconf très passionnante, bien évidemment, et plus que d'actualité. Je remercie Jérémy, Soisic et Mehdi pour leur intervention. Et chers participants, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup pour l'invitation et merci et à bientôt à tous les participants. Merci. Excellente journée à tous. Et bon appétit. Au revoir.